Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon qui est coach business et spécialisée sur Instagram. Instagram, c'est un réseau qui déchaîne les passions. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le réseau numéro 1 du branding comme du personal branding. Et aujourd'hui, avec Manon, on va craquer comment booster son profil, son compte Instagram. Salut Manon. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, donc moi c'est Manon du compte manonvde.coaching sur Instagram. Je suis, comme tu l'as dit, coach business spécialisé Instagram, qui est pour moi aujourd'hui l'un des réseaux les plus utiles pour les entreprises, pour le développement des business et dans lequel je m'éclate personnellement. Trop bien. Instagram est devenu en fait tellement sollicité qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a trop d'offres et que finalement il est encore difficile de se faire une place au soleil. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends souvent et qu'est-ce que tu réponds ? Je sais que c'est une crainte qui revient souvent parce que effectivement Instagram c'est un des réseaux les plus connus, donc il y a beaucoup de monde qui s'inscrit et donc on peut avoir ce réflexe de se dire non mais il y aura plus de place pour moi. Il y a déjà, par exemple, dans mon cas, il y a plein de coachs qui sont inscrits sur la plateforme et j'aurais très bien pu me dire non, mais c'est bon, je vais pas m'inscrire parce que la concurrence est très rude. Or, c'est une erreur de penser ça parce que Instagram a un public tellement large que déjà, il convient à tout type d'activité, peu importe le type d'activité qu'on fait. Je suis persuadée qu'avoir un compte sur Instagram, c'est aujourd'hui vraiment un must-have, c'est vraiment un bonus dans notre business, que ce soit pour générer des ventes, mais aussi pour maintenir sa notoriété ou l'augmenter, sa visibilité, etc. Et en plus, effectivement, il y a beaucoup de monde sur Instagram, mais tout le monde n'est pas vous. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a plein de coachs, mais il n'y a pas plein de coachs qui fonctionnent comme je fonctionne ou qui ont la même personnalité que moi. Ce que je dis souvent à mes clients, par exemple, c'est que vraiment, il y a un truc à comprendre sur Instagram, c'est que notre personnalité va être notre super pouvoir. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir sortir du lot. Donc, oui, des gens comme vous, il n'y en a pas deux. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Quelles sont les meilleures astuces qu'on pourrait donner à ceux qui veulent faire ressortir finalement le meilleur d'eux-mêmes ? Justement, de ne pas avoir peur de montrer qui on est parce que souvent, j'ai l'impression que les personnes, quand elles s'inscrivent que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou n'importe quel réseau social, quand c'est dans un but professionnel, hop, on a vraiment ce réflexe de dire il faut que je sois professionnel, il faut que je ne parle que de mon activité, que je ne m'adresse qu'à ma clientèle cible pour vraiment la séduire au niveau professionnel, etc. Et oui, c'est bien, mais c'est qu'une partie du job en fait. Après, je veux dire, sur Instagram, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment le côté humain qui est très, très fort présent. Et il faut pas l'oublier, ce côté humain, parce qu'il est important. C'est ça qui va permettre, en fait, aux gens de se connecter plus facilement à nous, de lier plus de liens avec nous. Et donc, oui, il y a la partie professionnelle, c'est très bien, où on reste très pro. Mais il y a aussi toute une partie avec notre personnalité. Moi, par exemple, un des premiers thèmes sur lesquels j'ai parlé sur mon compte Instagram quand je l'ai débuté, c'était effectivement toute mon expertise Instagram. Mais j'ai commencé à parler du fait que, je sais pas, moi, j'étais fan de la série Friends, que j'étais une tarée de sushi, etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec le business, mais qui, quelque part, font partie de moi et qui ont permis à mes abonnés de trouver des points d'accroche aussi autres que le business, mais tiens, avec la personne, avec l'individu. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se lance sur Instagram. C'est, il y a le pro, mais il y a aussi qui on est, nous, en tant que personne à côté, quoi. Ça résonne très fort ce que tu dis parce que moi, justement, j'ai mon compte Instagram, caroline.mignot. Je mets des blagues depuis le début, même avant d'être entrepreneur. C'est un compte public et j'ai gardé complètement, si tu veux, l'ADN du compte privé. Donc, je mets vraiment ma vie, des blagues, des trucs qui me font marrer. Et en fait, au début, je me suis dit, mais
mince, je suis en train de développer une marque personnelle forte sur LinkedIn. Les gens qui vont arriver sur Instagram, ils vont être complètement paumés et se dire, mais c'est pas du tout cohérent. Et en fait, les retours que j'ai eus, on pensait pas que t'étais marrante. Alors ça m'a fait mal maintenant. Mais on m'a dit, en fait, sur LinkedIn, t'es ultra corpo. Donc, ça fait plaisir de voir une autre facette de toi. Et deux, effectivement, le fait de te dévoiler plus personnellement, de mettre pas la même distance que tu mets potentiellement sur un post LinkedIn où c'est une position très statutaire. J'ai l'impression que Instagram, ça crée vraiment un lien fort et différent. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est vraiment le point fort d'Instagram, c'est la proximité qu'on peut instaurer avec les personnes qui nous suivent et donc avec potentiellement nos futurs clients. Il y a vraiment ce côté, on se montre, on fait des stories. Les stories, c'est quoi? C'est un format qui dure 24 heures, donc on est un peu plus à l'aise, on peut être un peu plus spontané aussi, tandis que c'est vrai que par exemple sur LinkedIn, ça va être des posts qui sont rédigés à l'avance, où on va vraiment faire un truc clean, léché, etc. Il y aura peut-être moins ce côté justement spontané qu'on retrouve plus sur Instagram et qui pour moi est un vrai plus dans la relation qu'on va développer avec notre communauté et nos prospects et nos clients, etc. Pour ceux qui ont envie de dynamiser leur compte, moi j'ai beaucoup entendu dire il faut poster minimum 2 fois par jour sur Instagram, c'est ce que dit notamment Pauline Léniaud et d'autres gourous. Est-ce que tu déconstruis cette idée ou tu la valides? Quel est le bon rythme pour toi de publication? Alors déjà, moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait de publier plusieurs fois par jour sur Instagram. Je pense que c'est contre-productif pour notre contenu parce que quand on publie un post, par exemple, le matin à 10h, puis qu'on va en publier un à 16h, celui de 16h va évincer celui de 10h. Donc, tu vois, quand tu postes par-dessus, ça fait baisser l'autre dans le fil d'actualité, etc. Donc, déjà, maximum plutôt, 1 fois par jour. Voilà, ça c'est le maximum. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. J'entends souvent des personnes qui viennent me trouver pour me dire c'est quoi le jour parfait pour publier et l'heure parfaite pour publier. Mais tout ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est clairement des mythes. Déjà, pourquoi? De un, ça dépend de votre audience. Il y a des audiences qui sont très réactives le matin et d'autres très réactives le soir. La seule chose à faire, en fait, c'est de tester un peu les deux. Par exemple, une semaine, on va publier plus le matin. La semaine d'après, on va publier plus le soir. Puis, on compare les stats. On se dit, OK, en fait, ma communauté, elle est à fond là à 8h du matin, mais le soir, je sais pas, elle fait à manger, elle se repose, elle a pas envie d'être sur les réseaux. Et donc, il y a que vous qui allez pouvoir trouver cette réponse. Par contre, en matière de fréquence, là, pareil, il n'y a pas une fréquence parfaite. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt à quel point est-ce que je vais être rigoureux dans cette fréquence que je vais mettre en place. Donc, si on se dit, OK, moi, je vais publier 1 fois par jour, c'est super. Parce qu'1 fois par jour, ça permet aux gens de voir une publication tous les jours et donc de penser régulièrement à nous. Mais il faut être sûr qu'on va maintenir cette régularité je fais un post par jour. Parce que si on veut parler vite fait d'algorithme, il y a un truc qu'effectivement il n'aime pas, c'est quand on fait des publications tous les jours ou tous les 2 jours et puis que d'un coup on s'arrête de poster pendant 2 semaines. Là, notre visibilité, elle va descendre. Donc ça, il faut pas. Donc il faut choisir et puis par exemple 1 fois tous les jours, 1 fois tous les 2 jours et s'y tenir. C'est vraiment ça le plus important au final. Hyper intéressant. Ça me fait mal parce que c'est exactement l'inverse de ce que je fais sur Instagram. 2, ça me fait d'autant plus mal parce que je me dis, en fait, c'est les mêmes règles que LinkedIn et du coup, en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même règle. Les algorithmes, ils récompensent vraiment la régularité et j'imagine aussi l'engagement. Oui, mais en fait, il faut bien se dire que l'algorithme, il n'est pas contre nous, hein, déjà, première chose. Il n'est pas contre nous, il veut notre bien, il veut que nos publications soient vues. Et du coup, comment ça fonctionne, grosso modo, il va analyser un peu ce que, par exemple, nous, on va liker, on va commenter. Il va se dire, OK, elle aime bien ce type de contenu, donc je vais lui en montrer plus. Et c'est pareil, à l'inverse, pour les personnes qui nous suivent, si elles réagissent souvent avec notre contenu, l'algorithme va mettre plus souvent nos publications en avant pour elles. Donc, effectivement, il y a aussi cette notion d'engagement, vu qu'au plus les gens vont réagir avec nous, au plus on va être mis en avant. Et donc, là, le plus important, c'est pas de se dire, OK, est-ce que j'ai compris comment fonctionnait l'algorithme ou pas, mais c'est est-ce que j'ai compris la problématique de ma clientèle, parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'algorithme va être en notre faveur ou pas, dans le sens où il va montrer nos publications aux personnes qui sont réellement intéressées par ça. Donc, très important, en fait, de bien connaître sa cible et de bien connaître sa problématique pour être sûr que ça la touche en plein cœur et qu'elle réagisse et qu'elle a envie d'en voir plus, etc.
En premier lieu, c'est bien de connaître les règles des algos, mais la question de base pour moi, le socle de tout, c'est est-ce que je fais quelque chose d'utile? On poste pas C'est pour ça. soi, on poste vraiment pour les autres. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Donc merci Manon de l'avoir reprécisé. Sur la partie des formats, c'est vrai qu'il faut avoir le bon message pour la cible, pour en fonction de sa cible marketing, mais il y a quand même des formats qui sont un peu des formats plus faciles pour l'engagement. Tu Oui. confirmes? Oui, oui, c'est clair. Ben, déjà, aujourd'hui sur Instagram, on a une multitude de formats différents. On s'y perd un peu au début. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu paniquées par le nombre de formats qu'on voit sur Instagram. C'est vrai qu'on a du format simple, visuel, par exemple une photo, ou alors les carousels, donc les posts où on a plusieurs plusieurs posts sur une même publication plutôt. On a aussi de plus en plus de formats vidéo, vu que ça fait partie des grandes tendances sur Instagram pour le moment. Et d'ailleurs, l'application ne s'en cache pas. Ils ont clairement dit qu'ils voulaient plus être une application uniquement photo, mais qu'ils voulaient vraiment se développer au niveau de la vidéo. Et au niveau de l'engagement, du coup, ça suit un peu ces grandes tendances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir tout ce qui est vidéo qui va très, très bien fonctionner. Notamment toute la partie Reels, les fameux Reels, les fameuses vidéos rapides de 15 à 60 secondes. Ça, c'est quelque chose qui peut très, très bien fonctionner. Pourquoi? Parce que pour le moment, Instagram les pousse à fond. Après, on n'est pas obligé de se mettre en scène en vidéo tout de suite. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça dans un premier temps et c'est tout à fait OK. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord se faire kiffer avant de se mettre la pression. Et donc, si on n'a pas envie de faire de vidéo, on fait pas de vidéo, c'est pas grave. Il y a d'autres formats qui fonctionnent très bien au niveau de l'engagement, notamment justement ces fameux carousels. Pourquoi? Parce que Instagram ou peu importe le réseau, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est que les personnes restent longtemps sur l'application. Un carrousel, comme ça peut comporter 10 slides sur une même publication, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que la personne, quand elle va passer de slide en slide, elle va rester plus longtemps que sur un simple post. Donc, même si on n'a pas envie de toucher trop à la vidéo, il y a d'autres formats qui fonctionnent très bien aussi niveau engagement. Effectivement, la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, effectivement, le fondateur de Instagram s'en était pas caché et avait dit que clairement, aujourd'hui, la vidéo, c'était le moteur de rétention le plus puissant sur l'application. Ouais. Ils veulent le développer. Pour autant, est-ce qu'on a besoin d'un petit matériel? Est-ce que toi aussi, Manon, comme toutes les Instagrammeuses, t'as un petit kit avec ton selfie stick, avec ton light ring, vous savez, la barre de lumière, enfin, le rond de lumière qu'on voit chez les TikTokers. Est-ce qu'il y a un minimum pour se lancer ou tout ça, c'est encore un mythe? Alors, on va pas se le cacher, c'est très pratique. Moi, j'ai la ring light, la fameuse ring light. Pourquoi? Ouais. Parce que il y a des moments, au début, je filmais que avec la lumière du jour, mais j'habite en Belgique, donc du soleil, on n'en a pas tous les jours non plus. Donc, parfois, il pleut. Là, tu te dis comment je vais faire? J'allume ma lumière. Non, elle est jaune, c'est dégueulasse, ça va pas. Donc, j'ai investi dans une ring light et clairement, ça m'a changé la vie à ce niveau-là. Surtout quand on peut la bouger où on veut dans la maison, peu importe. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est facile. Tu mets ton téléphone dessus et hop, tu enregistres. Après, c'est pas quelque chose d'indispensable. Pendant longtemps, justement, je profitais dès qu'il faisait beau. La lumière naturelle, c'est une lumière qui fonctionne à tous les coups. On prend son téléphone, on se filme, on le pose sur un trépied ou sur... même parfois, moi, je faisais des boîtes à chaussures les unes sur les autres. Je faisais mon téléphone contre la fenêtre et ça fonctionnait très bien. Donc, il y a toujours moyen de se débrouiller avec ce qu'on a aussi. Et c'est vrai que si on veut un peu plus de confort, la ring light, c'est vraiment un bon investissement. En plus, il y en a un peu de toutes les formes pour tous les prix. Il y en a avec des couleurs, d'autres justement juste avec des couleurs blanches et plus chaudes. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que si on veut se lancer dans la vidéo de manière plus régulière, si on veut faire des reels de manière plus régulière, par exemple, alors la ring light, c'est quelque chose qui va vraiment vous faciliter la vie. Donc, autant faire un petit investissement. Pour le coup, je plaide coupable parce que moi, j'en ai aussi acheté une. Alors, ça m'a valu d'être la risée de toute ma bande de copains parce que quand on arrive chez moi, tout le monde me dit, mais tu fais des tutos make-up maintenant. C'est vrai que ça fait un peu Instagrammeuse beauté. Mais en fait, le vrai hack, c'est que pour avoir discuté avec plein de gens qui faisaient de la vidéo, ils m'ont dit, mais Caro, t'as pas besoin d'un réflexe. Par contre, c'est important d'avoir une belle lumière. Et c'est ça qui va vraiment influer sur la qualité de ta vidéo. Et du coup, je vous recommande, même si voilà, c'est un peu clivant, cette lightring, on se dit, mais c'est pour ceux qui dansent sur TikTok. Pas du tout. En fait, c'est un investissement pour 30 € qui peut complètement changer la donne en termes de vidéo et qui vous permet, même si vous faites des présentations, d'avoir un petit trépied. Franchement, rapport qualité-prix imbattable. Je vous mets le mien dans les ressources si jamais vous le voulez. Mais voilà, pour une 30aine d'euros, c'est quand même un bon hack. Et alors, du coup, oui, vas-y Manon.
Non, non, mais je disais, oui, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'allais dire, les youtubeuses beauté d'il y a 10 ans, elles ont tout compris parce qu'elles, elles utilisent les ring lights depuis des années. C'est Et c'est vrai que clair. maintenant, même moi, je m'en sers pour lorsque je fais des coachings en visio, ben, hop, ça fait une super lumière. Lorsque je fais des lives sur Instagram ou quoi, donc c'est vraiment polyvalent en plus. Donc c'est, ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est, ça vaut le coup. Et tant qu'on continue du coup dans les outils, c'est quoi les petites pépites, tes outils, les logiciels, quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Peut-être le temps que tu réfléchisses maintenant. Moi, je commence. On m'a raconté, on m'a donné une astuce qui m'a vraiment changé la vie quand je galérais à faire des facecam avec la partie dorsale de l'appareil photo du téléphone. Ouais. En fait, du coup, on regarde n'importe où et c'est difficile de fixer Mhm. son attention. Et du coup, quand vous regardez la vidéo, vous êtes dégoûté parce que vous avez l'œil un peu, enfin, l'œil vagabond. Alors, du coup, on m'a dit de mettre un œillet sur la lentille de mon téléphone pour pouvoir, en fait, garder mon attention sur le point de la caméra pour regarder les gens dans Mhm. les yeux sur la vidéo. Et du coup, voilà, petit hack que je recommande en passant. Est-ce que tu as des petites astuces pour nous ou des petits logiciels pour faire des stories, quoi que ce soit, mais qui sont hyper cool et qu'on peut mettre éventuellement dans les ressources de l'épisode? Moi, il y a une application pour les stories que j'aime beaucoup. Alors, je l'utilise pas tous les jours parce que c'est vraiment si on a envie de faire une belle story, par exemple pour un lancement ou pour parler d'une promotion ou quelque chose où on veut vraiment marquer l'attention des gens. C'est une application qui s'appelle Mojo, donc Mojo, et qui est une super application pour faire justement il y a plein de styles, hein, mais des stories qui, on voit, sont plus travaillées parce qu'il y a des petites animations, parce que hop, on a personnalisé avec nos images qui apparaissent, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une application que j'aime bien justement quand je fais des promotions, des lancements, parce que ça, c'est tout de suite plus waouh. Il y a ce petit effet waouh derrière. Ah ouais, comment est-ce qu'elle a fait ça? C'est pas via Instagram qu'elle a fait ça. Donc ça, c'est pas mal. Et après, moi, en logiciel, enfin, je fais beaucoup via Instagram directement. Tout ce qui est Reels, etc., je monte directement sur Instagram. Maintenant, il y a un logiciel dont je ne peux absolument plus me passer et qui devient de plus en plus complet au fur et à mesure des années. Et je pense que beaucoup de monde le connaît, mais c'est le logiciel Canva sur Internet, en fait. Site Internet gratuit de design qui est très intuitif et qui, pour le coup, peut nous permettre de créer une multitude de contenus pour une multitude de formats. Donc, que ce soit simplement pour faire nos publications dans notre feed ou pour créer notre feed Instagram aussi, pour faire des templates de story, pour faire aujourd'hui, je sais qu'ils vont commencer à mettre en place tout un processus de montage vidéo. Donc, on va même potentiellement pouvoir monter nos reels via Canva. Donc, c'est vraiment hyper complet. Il y a une version gratuite, il y a une version payante que je recommande parce qu'elle est vraiment top. Et puis, et moi, c'est vraiment le logiciel dont aujourd'hui je ne peux plus me passer. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je passe pas par Canva. Et même pour mes ressources personnelles, pour mes workbooks que je donne à mes clients, je fais tout par Canva tout le temps. Ouais, je recommande aussi. Effectivement, c'est un outil ultra polyvalent qui coûte vraiment une bouchée de pain par mois. Je crois que c'est 10 €, un Ouais, truc comme ça. Donc, ça les vaut ouais, c'est vraiment. ça. Je vous mettrai pareil le lien en ressources de l'épisode. Et alors, pour les statistiques, Manon, pareil, tu regardes tout ça depuis Instagram ou il y a des petits outils qui permettent quand même de simplifier la vie ou d'aller un peu sur de la statistique un peu plus granulaire? Oui, alors moi j'utilise déjà celle d'Instagram, ça oui. Et pour aller un peu plus loin, j'utilise un site qui s'appelle Not Just Analytics, qui est un site, je pense, uniquement pour Instagram, ou alors peut-être pour les pages Facebook aussi, mais en tout cas, moi j'utilise pour ma page Instagram. Et ce qui est génial, c'est que sur ce site d'analyse, pareil, il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite est déjà amplement suffisante, je trouve. Et là-dessus, on a le taux d'engagement, notamment, de notre compte Instagram, ce qu'on ne retrouve pas dans nos statistiques sur Instagram. Donc ça, c'est toujours bien pour avoir une idée un peu de comment ça se passe. On voit le nombre d'abonnés qu'on a gagné par jour ou par semaine ou par mois. Et quelque chose que j'aime beaucoup regarder, c'est la courbe d'abonnés en fait qu'on a. Donc on voit vraiment depuis le jour où on s'est inscrit sur ce site-là, il va prendre en compte notre courbe de montée d'abonnés. Et ça, c'est intéressant parce que on va pouvoir, par exemple, si on voit qu'il y a un pic à un moment autour du, je sais pas moi, du 15 mars, il y a eu un pic d'abonnés, c'est intéressant de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai publié à ce moment-là? Est-ce que j'ai fait un live? Est-ce que j'ai fait un post invité chez quelqu'un? Donc, c'est intéressant au niveau du contenu de voir ce qui a ramené du monde ou au contraire, s'il y a eu un moment où ça redescend un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Est-ce que c'était près des vacances et du coup les gens étaient un peu moins présents sur leur téléphone? Donc vraiment la courbe d'abonnés, elle est super super intéressante. Ce qu'on va retrouver aussi sur notre Just Analytics, c'est vraiment les statistiques par rapport à chaque post en individuel. Donc on va voir par exemple les hashtags qu'on a mis sur tel post, à quelle heure est-ce qu'on l'a publié,
combien de likes, de commentaires est-ce qu'on a eu, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement au niveau de l'heure. On parlait tout à l'heure de savoir c'est quand la bonne heure pour publier sur notre compte. Mais ça, c'est un outil qui va pouvoir nous dire, OK, je vois que ces publications-là, je les ai faites à 18h, les autres à 13h. Je vois que celle de 18h fonctionne vachement mieux. Et hop, ça peut nous permettre de voir en un seul coup d'œil, en fait, ce qui fonctionne un peu moins bien sur notre compte pour nous permettre après d'ajuster le tir, en fait, pour les prochaines publications. Donc ça, c'est un super site, franchement. Trop bien. Tu nous l'as bien vendu. On se demande si t'as pas des actions dans la société maintenant. Non, même pas. Pareil, je l'indiquerai en ressources. Et alors, du coup, tu as attiré mon attention en parlant de hashtag, parce que figure-toi que j'ai dédié un épisode aux hashtags sur LinkedIn, qui sont un outil surpuissant pour améliorer la lisibilité, pour glisser sur les ailes du reach en termes d'algorithme, et puis aussi pour être découvert a posteriori et donc prolonger la durée de vie des posts. J'ai écrit là-dessus sur LinkedIn, du coup, la semaine dernière. Est-ce que sur Instagram, il y a aussi des règles de combien on utilise de hashtags, comment on les ventile? Je sais que Aline, que j'avais reçue de The Bee Boost, nous avait donné un petit peu ses règles à elle pour les hashtags. Est-ce que toi, t'en as aussi? Oui, j'en ai quelques-unes, mais déjà, pour faire un mini disclaimer avant, pareil, je sais que les hashtags, c'est souvent quelque chose sur les gens se prennent beaucoup la tête, prennent beaucoup de temps à se dire, il faut que je trouve la stratégie de hashtag parfaite. Sauf que, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, en tout cas sur Instagram. C'est clairement pas là-dessus qu'il faut non plus perdre son temps. Le plus important, comme je disais, c'est de bien cibler sa clientèle idéale, sa problématique et de faire du contenu qui est en relation avec tout ça. Maintenant, les hashtags, en fait, ce qui s'est passé sur Instagram, c'est que il y a quelques années, enfin, même au début d'Instagram, les hashtags étaient le moyen le plus puissant pour gagner en visibilité, pour se faire découvrir. Les hashtags avaient énormément de puissance à ce moment-là et c'est resté un peu dans la tête des gens, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. À quelques exceptions près. Aujourd'hui, les hashtags ont perdu de puissance. Moi, je pense même qu'à un moment, ils vont disparaître. Ça, c'est mes pronostics personnels, mais je pense qu'à un moment, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que, on le voit, par exemple, des hashtags sous le format carousel, c'est des hashtags qui ne vont absolument pas performer. Ils vont être proches de nul. Si vous regardez les statistiques de vos carousels, vous verrez que les hashtags n'apparaissent pratiquement jamais. Par contre, sur un post simple, juste une photo, là, ils gardent en puissance. Donc, ça va dépendre, en fait, des formats. Le plus important aujourd'hui à retenir avec les hashtags, c'est pas combien il faut en mettre, parce que ça, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a ceux qui disent il faut en mettre entre 5 et 10, d'autres il faut mettre les 30. J'avoue que je suis plus de l'autre école où il faut mettre les 30, parce que chaque fois j'ai testé en fait chez moi, et c'est chaque fois ceux où je mettais le plus de hashtags les posts qui fonctionnaient le mieux. Donc voilà, a priori au plus on en met, au mieux c'est. Et où est-ce qu'on peut les mettre, Manon? Parce que le placement, ça joue aussi. Par exemple, sur LinkedIn, quand tu les mets dans les commentaires, ça n'a aucun impact. Est-ce que c'est pareil sur Instagram? Oui, moi, je dirais laisser dans la légende. Laisser dans la légende. Je suis pas sûre que de nouveau, ça joue complètement la visibilité de votre publication. Mais à mon sens, je pense que c'est quand même mieux de les mettre dans la légende directement. Mais donc, oui, pour revenir à la règle principale à retenir avec les hashtags, c'est vraiment simplement de cibler au plus possible ces hashtags, d'être le plus précis possible par rapport à notre activité, à notre client idéal et au thème de notre post en question. Aujourd'hui, mettre des hashtags qui ont des millions et des millions de publications, ça n'a plus de sens parce que notre publication va se perdre dans un amas d'autres publications et personne ne tombera dessus. Donc, autant vraiment cibler, aller en mettre 15 si on veut en mettre 15, mais 15 qui ciblent absolument qui on est, ce qu'on fait, pour qui on le fait et de quoi est-ce que parle notre publication. Ça, c'est le plus important à retenir sur les hashtags. Ok, canon. Merci beaucoup, Manon. Et alors, du coup, dernière question, mais pas la moins importante. Quelles sont un peu les astuces pour faire grandir son compte? Donc, tu nous as dit, en fait, c'était une de mes questions, mais tu as brillamment répondu. J'allais te demander quelles sont les métriques que tu suis. Et j'ai cru comprendre, en fait, toi, tu regardes l'acquisition de ton compte Instagram et pour la plupart de tes clients, c'est un peu le cas, non? Ouais, c'est ça. Tu te concentres là-dessus. Oui, il y a aussi une métrique que je regarde souvent, plus pour ma stratégie de contenu, c'est au niveau des enregistrements de mes publications. Donc, quand on va sur les publications, les statistiques d'une publication, on peut voir le nombre d'enregistrements qu'il y a eu. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un bon outil pour savoir ce qui plaît moins au niveau du contenu. Voir où est-ce qu'on est dans le contexte de la problématique et où est-ce qu'on est hors contexte. Et donc, les publications où il y aura le plus d'enregistrements, ce sont les publications que les gens veulent garder parce qu'ils veulent retomber dessus plus tard. Donc, c'est quelque chose qui intéresse vraiment.
Tandis qu'une publication que nous, on va juger peut-être géniale, mais où il n'y aura aucun enregistrement, ben là, on est hors contexte et les gens n'ont pas forcément besoin de ce type de contenu-là. Donc, ça permet d'affûter aussi sa stratégie de contenu. Donc, je rajouterais juste ça pour les métriques. Évidemment, faites du contenu utile à votre communauté et rapprochez-vous en fait des gens. Prenez un maximum de feedback, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, écoutez ce qu'ils vous réclament en commentaire et adaptez-vous à leurs besoins. Mais pour faire grandir son compte Instagram, il y a un peu des petites astuces comme tu as cité tout à l'heure, les lives, les collabs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou peut-être nous donner d'autres pépites encore? Oui, ben, le meilleur moyen en fait de gagner en visibilité et de gagner en communauté, en abonnés sur Instagram, même si, une fois de plus, petit disclaimer, c'est pas le plus important non plus. Voilà, c'est pas le nombre d'abonnés qui va faire en sorte qu'on ait beaucoup de ventes ou non, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de voir son audience grandir. Mais le plus important pour gagner en visibilité, c'est de se souvenir que sur Instagram, ça ne va pas que dans un sens. Donc, il ne suffit pas de poster du bon contenu et d'attendre, parce que là, on peut attendre longtemps, mais il faut poster du bon contenu, certes, mais en plus, nous-mêmes, aller à la rencontre des gens, nous-mêmes, aller nous engager, en fait, sur les comptes de nos clients idéaux. Donc, s'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, simplement aller chercher notre visibilité par la peau des fesses quelque part. C'est aller montrer, mettre des petits likes, laisser un petit commentaire sympa, etc. pour montrer, OK, j'existe, je suis là, on suscite la curiosité chez les gens et ils viennent ensuite sur notre compte. Et si notre compte est bien travaillé sur la problématique de notre client idéal, généralement, les personnes s'abonnent parce qu'elles se disent, génial, c'est exactement ce que je cherchais. Mais cette visibilité, il va falloir aller vraiment la chercher. Il faut pas attendre dans son coin. Ça ne fonctionne pas et c'est comme ça qu'il y a des comptes qui stagnent pendant des mois et des mois en se disant, mais je comprends pas, je fais du super contenu. Mon audience, elle me dit qu'elle adore mon contenu. Je poste régulièrement, etc., etc. Oui, mais est-ce que tu sors de ton compte Instagram? Est-ce que tu vas à la rencontre d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore? Ah non. Donc voilà, c'est bêtement ça. Et c'est vrai que pour ça, les lives, c'est utile aussi parce que c'est un moyen de se faire connaître par d'autres audiences de manière sympa, ludique, etc. On est en discussion avec d'autres personnes, d'autres experts et ça, c'est super gai. Donc ça peut être une manière justement d'aller à la rencontre de ces personnes qui ne nous connaissent pas encore. Ok, donc engager un maximum sur les comptes des autres, donc être généreux. Oui. Deuxième, je pense, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, tester des nouveaux formats pour surprendre. Oui. Et en plus, avoir un petit bénéfice de l'algo parce qu'on dit pas non quand même. Et donc, le troisième, tu nous dis, c'est les lives. En plus, maintenant, on peut faire des lives à 4. Donc, j'imagine que ça peut être assez puissant de faire des collabs à 4. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est une super option qu'Instagram a mis là, parce que franchement, c'est ce qu'on attendait tous, je pense, sur la plateforme. Et effectivement, mais au plus il y a de comptes qui se réunissent, au plus les abonnés de ces comptes-là reçoivent la fameuse petite notification de tiens, un machin est en live, ils cliquent, ils découvrent d'autres personnes, et oui, ça booste indéniablement les comptes des autres invités sur le live, c'est clair. Ok. Et est-ce que tu recommandes, Manon, d'être un compte business ou un compte personnel? Parce qu'on me pose souvent cette question. Compte business à 1000% et je dirais même plus compte créateur. Parce que quand on passe en business, on a le choix, soit de compte professionnel, soit de compte créateur. Et pour l'avoir vu, expérimenté sur mon compte et sur le compte de clientes aussi, le compte créateur offre plus d'options sympas que le compte professionnel. Concrètement, ça change rien. On va avoir accès aux mêmes statistiques, on va avoir accès aux mêmes options de mettre son site internet, son numéro de téléphone, avoir les stats, ça je l'ai déjà dit, etc. Mais par exemple, au niveau de la musique, bêtement dans les stories, je sais qu'il y avait beaucoup de bugs sur le compte professionnel et du coup, quand on passait en compte créateur, hop, il y avait toutes les musiques qui se libéraient. Tandis que sur l'autre, en fait, c'était que des musiques libres de droit, donc les trucs vraiment laids, tu vois, que t'as pas envie de mettre sur ta story. Tandis que sur le créateur, c'est les musiques qui passent en ce moment, donc tu peux vraiment t'amuser. Et donc oui, carrément. Pourquoi? Parce qu'en compte personnel, justement, on n'a pas forcément accès à toutes ces stats. Il y a des options qu'on n'aura pas qui nous permettent en tant qu'entreprise de rentrer plus facilement en contact avec nos abonnés, etc. Donc ouais, moi c'est un oui, passer en compte business et créateur. Trop bien. Et du coup, en termes de conversation, ce sera ma dernière question. J'imagine que c'est comme sur LinkedIn, faut être capable, après avoir posté, on part pas pendant 2 heures s'isoler dans une pièce sans Wi-Fi, parce qu'après avoir posté, j'imagine qu'il faut être ultra réactif pour aller répondre aux commentaires, engager via message privé. Tu me confirmes que c'est pareil sur Instagram? Oui, c'est ça. De toute façon, de manière générale, ne jamais laisser quelqu'un dans le vent. Hein. Quand on vous laisse un commentaire, vous y répondez. Et puis, essayer d'encourager même les messages en privé, parce que c'est souvent dans les messages privés que se font les ventes.
Donc, essayer de pousser un maximum nos abonnés à répondre à nos stories, les encourager ou à nous-mêmes aller parfois répondre à leurs stories aussi pour créer des conversations en message privé. Mais donc oui, ça c'est super important. L'interaction et l'humain au centre de tout. Et du coup, pour ceux qui veulent avoir une conversation avec toi, on devine un peu la réponse, mais où est-ce qu'on peut te contacter? Sur Instagram. Sur Instagram. Wow. Mon compte, c'est manonvde.coaching et c'est là où je suis la plus réactive, la plus active. Donc, venez m'envoyer un message et j'y répondrai avec plaisir. Trop bien. Et ben, du coup, je mettrai ton compte dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, Manon, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et merci d'avoir été avec nous dans Marketing Square. À plus. À plus. Merci pour l'invite. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.